Après sa victoire sur le fil contre le Paraguay, l'équipe de France de football se prépare au quart de finale contre l'Italie, cette fois-ci avec son meneur de jeu, Zinedine Zidane. Banlieue difficile entre la répression et la prévention, la police essaie une troisième voie, la présence visible sur le terrain du simple policier en tenue au commissaire. C'est notre enquête de ce soir. Absentéisme à l'école, un rapport du Sénat soupçonne les sectes de tenir plusieurs milliers d'enfants en dehors du système scolaire pour les placer sous influence. Bill Clinton en Chine, un nouveau cours sur les libertés devant les étudiants de Pékin et en direct à la télévision. Mais les droits de l'homme n'empêchent pas les bonnes affaires. Comment arriver à bon port sans quitter le quai? Des agences proposent aujourd'hui la location de bateaux qui vous serviront de lieu de résidence à condition de ne pas lever l'ancre. Madame, monsieur, bonsoir. Tout comme les Français hier, les Allemands ont eu très chaud cet après-midi à Montpellier face au Mexique. Menés 1-0 jusqu'à un quart d'heure de la fin, ils l'ont finalement emporté 2-1, confirmant le dicton qui affirme « Le football est un jeu qui se joue à 11 et dont les Allemands sont vainqueurs ». Christophe Duchiron. Allemagne-Mexique, certains pensaient peut-être que ça ne changerait pas la face de la Coupe du Monde. Avec leur football efficace et leurs supporters à banane, on voyait les Allemands dominer de la tête et du chapeau. Eh bien c'était une erreur, car comme les Français hier, nos voisins d'outre-Rhin ont frôlé la correctionnelle de la Coupe du Monde. Déjà, en première période, les Mexicains font des petites misères à Kopke, le gardien allemand. Un peu plus tard, réplique des Blancs, dont on ne peut pas dire qu'ils jouent mal, simplement Birov envoie le ballon sur la barre alors qu'il était plus simple de l'envoyer dans les buts. Même un buteur, ça ne marque pas à tous les coups. Une occasion de perdue et on retrouve les Mexicains juste avant la mi-temps. Valencia seul devant Kopke qui détourne, 0-0, c'est la pause. Deuxième période, ça commence fort pour le Mexique qui ouvre le score grâce à Luis Hernandez. On l'appelle, paraît-il, le Matador, bien qu'il joue sans costume à paillettes. Le Mexique qui mène 1-0 pour une surprise, ça c'est une bonne surprise. Chose rare, pendant quelques minutes, les Allemands sont KO et sans ce petit brin de réussite qui fait souvent leur bonheur, ils se seraient retrouvés menés 2-0. Les Allemands perdent parfois leur football, mais ne perdent jamais le moral. Et ça, c'est une qualité. Il reste un quart d'heure à jouer, petite erreur, Jürgen Klinsmann égalise et revoilà l'Allemagne dans la course. Encore 4 minutes de jeu avant la prolongation, tout est possible, mais soudain pour le Mexique, tout est fini. Oliver Bierhoff marque de la tête. Bierhoff, c'est Monsieur Plus, le gars qui sauve son équipe des situations difficiles. Les Mexicains auraient pu gagner cette rencontre. Oui, mais voilà, les Allemands sont comme l'inspecteur d'Eric, ils gagnent toujours à la fin. Les Bleus qui hier nous en ont fait voir des vertes et des pas mûres avec leur qualification in extremis contre le Paraguay sont aujourd'hui de retour à Clairefontaine, leur camp d'entraînement. Prochain objectif désormais les quarts de finale, vendredi contre l'Italie au Stade de France. Ce ne sera pas une mince affaire, même si à cette occasion l'équipe enregistrera le retour de son stratège Zinedine Zidane. Yann Lavoie, André Germain. Les organismes étaient au repos ce matin, les esprits aussi. Le rituel d'écrassage de lendemain de match a pour but d'éliminer les fatigues physiques et psychiques. Alors on s'étire, on discute aussi. Par atelier, les Bleus se répartissent selon leur état de fraîcheur. Beaucoup disent avoir terminé hier épuisés. Mais même pas épuisé, carbonisé. J'ai fini les prolongations, j'avais des crampes, j'étais pratiquement spectateur, j'arrivais plus à courir. J'essayais d'occuper une zone qui pouvait être le plus utile pour l'équipe, mais bon, j'étais impuissant. Et c'est justement le lendemain, lorsque les jambes sont raides, que l'on se souvient de ces instants vécus comme une délivrance. C'était comme un mur que l'on veut abattre et qui cède enfin. La Coupe du Monde est unique et les joueurs sont ses acteurs, acteurs-spectateurs, puisqu'aucune image ne leur échappe. Ils sont comme avides d'émotion. Dans la détresse des Paraguayens, quelque part, c'est beau aussi. Je pense que là, on voit toute la beauté du sport. Le but a tout changé. On passe d'une joie immense et de l'autre côté, une détresse immense aussi. Dès vendredi, il faudra remettre cela, et face à l'Italie. Seulement, cette fois, la France pourra compter sur le retour de ce joueur qui signe son nom d'un Z, qui veut dire Zidane, et à qui l'on demandera d'être Zorro. Car l'Italie, les Bleus le savent, peut s'avérer être bien plus coriace encore que le Paraguay. S'ils arrivent à marquer un but, je pense que ça va être le Paraguay bis. Donc ça sera à nous d'essayer de faire en sorte pour pas qu'ils marquent de but, donc de faire en sorte qu'ils essayent de jouer au maximum les ballons et de pratiquer un football ouvert. Heureusement, les Français connaissent bien le foot italien, ils sont 9 à avoir joué ou à jouer encore dans une équipe transalpine.
Alors ce sera à eux de montrer aux autres le chemin de la victoire. Quant aux Italiens dans leur retraite près de Senlis, ils se préparent également à rencontrer les Français qu'ils connaissent très bien dans la mesure où, on vient de vous le dire, nos principales vedettes jouent dans le championnat italien. Mathieu Huchet et Frédéric Pasquet. Cesare Maldini défile à la tête de sa légion, prêt à marcher sur Lutèce. Cachés derrière leur haie, quelques espions gaulois analysent le plan de bataille de l'ennemi romain. Après l'entraînement, vous appelez Aimé Jacquet pour lui donner quelques tuyaux? Ouais. J'arrive à trouver son numéro. On a fait un drapeau aussi. Et pourquoi vous supportez l'Italie et non pas la France? Oh, parce que je trouve qu'ils ont une meilleure tactique de jeu. Je sais pas. Ou ils sont plus beaux, non? Ouais, aussi. Ils sont largement mieux, mais bon, les Français sont pas mal non plus, hein. Mais vendredi, entre l'Italie et la France, l'esthétisme n'aura pas sa place. Le Rubicon sera difficile à franchir, le score serré, c'est l'avis de la presse italienne. Il ne sera pas très beau. Sera très... 1-0 ou... 1-0, oui, pas beaucoup de goals. Pas beaucoup de buts. J'espère, pour l'Italie, un but en plus de France. C'est normal, je pense. Cardina Ignazzo travaille pour la RAI. Il n'a pas manqué une Coupe du Monde depuis 1974. Pour lui, la France part favorite. La France va gagner. La France va gagner? Oui. Combien? 1-0 ou 2-1. Mais il y a seulement un but de différence. J'espère d'avoir fait un bon pronostic, une bonne prévision, mais je crois qu'il finira comme ça. Une certitude, Del Piero, qui n'a toujours pas marqué pour la Scuderia, aura la rage au ventre. Une ville en a déjà terminé avec le mondial. Lens qui a accueilli 3 matchs, dont un contre l'Allemagne qui a provoqué un drame. L'agression, souvenez-vous, d'un gendarme qui se trouve toujours d'ailleurs dans un coma profond. C'est ce qu'indiquait aujourd'hui l'hôpital de Lille où il est en traitement. Hier, à l'occasion de France-Paraguay, ce fut la fête bon enfant à Lens. Quel bilan les industriels, commerçants et la ville de Lens tirent de ce mondial pour leur ville et pour la région. Reportage Marianne Masse, Patrick Wurstor. Quelques heures à peine après le fameux but en or, le silence. Y a-t-il une vie après la coupe? À Bollaert, en tout cas, on avait mis le paquet. Pour avoir un stade à la hauteur, la plus petite des villes de ce mondial avait déboursé 190 millions de francs, sans oublier d'investir dans les hommes. On a embauché 40 volontaires qui étaient du Racing, on les a pris dans nos équipes interprévention, qui étaient des salariés. Je veux dire, chaque fois qu'on a pu trouver une solution justement à cette difficulté aujourd'hui qu'éprouve la région, eh bien on a essayé d'y contribuer. Derrière Lens, la petite ville de 36 000 habitants accueillant la Coupe du Monde, c'est un investissement à plus long terme qui se jouait, celui de l'image de toute une région. Lens avait son équipe championne de France et elle accueillait la Coupe du Monde. Et derrière Lens, il y a eu toute la région qui s'est mobilisée pour dire saisissons l'occasion de cette Coupe du Monde pour montrer comment nous sommes vraiment au monde entier, à la presse entière. Et comme ça, ils reviendront. Ceux qui sont venus ont en tout cas aidé l'hôtellerie à marquer des points, plus 10% de fréquentation en moyenne sur tout le Nord-Pas-de-Calais. Seul carton rouge, certains ont profité de l'occasion pour faire flamber les prix. Il ne faut pas que ce soit l'arnaque, la Coupe du Monde. Il faut que ce soit une fête et puis il faut que ce soit attrayant, il faut que ce soit accueillant, il faut que ce soit bon marché. Il ne faut pas vivre comme certaines régions savent le faire. Il faut rester à notre niveau. Et globalement, chacun a pu trouver une chambre, de quoi se restaurer et se désaltérer. Même si l'alcool a été interdit une journée à Lens, les débits de boissons se frottent les mains. J'ai pas fait le bilan encore du nombre d'hectolitres de bière que nous avons vendu. Y a-t-il une vie après le mondial? Dès demain, la pelouse de Bollaert vibrera à nouveau au son des crampons, ceux du Racing Club de Lens. Un drame en Belgique aujourd'hui, l'explosion d'un camion dans la ville de Stavelot, dans l'est du pays. Les freins d'un poids lourd ont lâché, il transportait plusieurs tonnes de produits toxiques. Le véhicule a percuté plusieurs maisons qui se sont enflammées. Le bilan, ce soir, 2 morts et une dizaine de blessés. Thierry Curtet. Le centre historique est en grande partie détruit. Par les explosions d'abord, par les incendies ensuite. Le camion de 13 tonnes transportait des produits toxiques. Ses freins ont sans doute lâché. Les vieux bâtiments du centre-ville n'ont pas résisté. 2 personnes sont mortes sous les gravats, une dizaine d'autres a été blessée. Des explosions, j'ai compris tout de suite que c'était des explosions. J'ai accouru, j'ai vu une vision apocalyptique, tout le quartier était noir, en feu. J'ai alors vu en face de moi, là, au carrefour, un corps de femme qui est sur la rue, je ne sais pas qui c'est, qui est morte manifestement. Alors
dépêché d'aller voir dans les immeubles pour sauver les gens. Il y a une dame qui serait restée dans sa maison, on n'a pas pu entrer, là, elle était trop tard. Votre maison est détruite? Il reste 2 murs. Il reste 2 murs. C'est tout ce qui reste. C'est pas la première fois ici, c'est un endroit dangereux. Oh non. C'est la 4e fois. Une fois là, une fois en dessous, une fois un peu plus haut. La population de la petite ville croyait son centre historique à l'abri des poids lourds. Un panneau interdit l'accès aux plus de 7 tonnes. Mais le camion fou a dévalé une pente à 13% sans utiliser les 2 voies de détresse aménagées plus haut. Ce soir, le chauffeur du camion, blessé et hospitalisé, a été inculpé. Le dernier bilan du tremblement de terre de samedi dernier au sud de la Turquie est de 119 morts et plus de 1500 blessés. 48 heures après le drame, un enfant de 11 ans, vous le voyez, a été miraculeusement sorti de sous les décombres d'une maison. Il n'est que légèrement blessé à l'épaule. Et quelques heures plus tard, c'est une femme d'une 50aine d'années qui a pu être sortie d'un amas de ciment sans blessure grave, elle non plus, apparente. Face à la violence dans certaines banlieues difficiles des villes françaises, les pouvoirs publics ont déjà essayé toute une série de mesures. La répression, la prévention, la dernière expérience en date à Aulnay-sous-Bois, près de Paris, se situe entre les deux. Il s'agit pour la police de se montrer, d'être présente sur place, du simple policier en tenue au commissaire. Reportage Olivier Caroff, Laurent Amida. Qu'est-ce qu'il y a? Viens ici un peu là, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il est venu regarder la voiture, lui, comme ça, d'un œil, d'un air méchant, là? Non, on a regardé. Ah bon, d'accord. Représenter l'autorité, lui donner un visage. Régulièrement, le commissaire d'Aulnay-sous-Bois se rend seul dans les quartiers les plus difficiles. J'ai eu tous les commerçants qui sont venus me voir à une certaine époque, là, pour se plaindre du climat d'insécurité. La mairie annexe ici, qui a été incendiée plusieurs fois, des voitures qui ont été incendiées dans la cité, assez souvent. Ça s'est calmé les incendies de voitures. Ça s'est calmé aussi, c'est vrai que ça s'est calmé aussi. Des violences dues de plus en plus souvent à des rivalités entre bandes. Il y a 2 mois, les jeunes de cette cité ont perdu l'un des leurs, lynché dans un quartier voisin par une vingtaine d'adolescents. Pour les auteurs du rapport sur les violences urbaines, c'est un signal d'alarme. Ça, c'est encore gentil. C'est pas des gangs, c'est des bandes, pour l'instant. Je crois que la police contrôle encore les choses et ça reste des bandes, mais simplement avec des bandes quand même dans lesquelles on rentre de plus en plus jeune. On rentre dès le CM2. Pourquoi on y rentre? Parce qu'on a compris que le caïd du coin, eh bien, il était plus capable de vous protéger, davantage capable de vous protéger que les institutions. Un constat que cette équipe de sociologues a pu faire, par exemple, à Sarcelles. Ici, un policier sur 5 a été blessé depuis le début de l'année, souvent lors d'arrestations en flagrant délit. Le commissaire doit désormais envoyer 2 ou 3 équipes de police à chaque fois, le seul moyen de ne pas se faire surprendre. L'idée de territoire est très ancrée parmi les jeunes. C'est un moyen pour eux de se reconnaître. Ils n'ont pas beaucoup d'autres repères et à défaut de nous percevoir comme des troupes d'occupation, ils nous perçoivent parfois comme une bande rivale en quelque sorte qui veut s'inscrire dans leur territoire. La réponse, une présence de plus en plus visible dès que l'occasion se présente. Ce jour-là, une société HLM fait murer les caves d'une cité devenue le refuge des squatteurs. Une dizaine de policiers sur place, elle va assurer la protection des ouvriers. Le but, montrer aux délinquants qu'aucune parcelle du territoire n'est a priori inaccessible aux forces de l'ordre. Un message aussi pour les habitants du quartier. Les uniformes font aujourd'hui ouvertement partie du décor. Le fisc réclame 300 millions de francs aux témoins de Jéhovah, ce qui correspond à une taxe de 60% sur les sommes versées par les fidèles ces 4 dernières années. C'est une application de la réforme fiscale de 1992 sur les dons aux mouvements religieux ou à une association. Les témoins de Jéhovah revendiquent 200 000 adeptes. Selon un rapport du Sénat, il y aurait en France environ 20 000 enfants qui ne seraient pas scolarisés dans des établissements publics ou encore en contrat avec l'État. Parmi ceux-ci, un peu plus de 5 000 pourraient être en danger, instruits au sein de familles appartenant à des sectes ou dans des établissements soupçonnés d'entretenir des liens avec les sectes. C'est en pensant à eux que la ministre de l'Enseignement, Ségolène Royal, veut renforcer les mesures permettant l'obligation scolaire. Nathalie Moisan, Benoît Gadret. L'école à la maison, à la communauté plutôt. Ces élèves s'appelaient eux-mêmes les enfants de Dieu. La secte, repliée sur elle-même, avait choisi de faire cours à ses propres enfants. Une possibilité légale et qui faisait jusque-là rarement l'objet de contrôle.
Nous avons choisi cette méthode d'école à la maison parce que nous pensions que de cette façon, ils auraient plus d'attention personnelle et qu'ils seraient moins exposés à la violence ou à la drogue, par exemple. À l'intérieur de la communauté, le bien et l'amour. À l'extérieur, le mal et la douleur. Un conditionnement manichéen pour les enfants, bien loin des programmes scolaires et qui peut s'avérer dangereux. Les sectes se mettent en retrait de la société. Or, il est évident qu'un enfant qui a été élevé, un enfant qui a vécu finalement les années essentielles de sa vie, tout simplement en retrait de la société, ne peut pas ensuite reprendre une place, ne comprend pas ce qui se passe dans le monde. En juin 93, les gendarmes interviennent dans cette secte pour des affaires de pédophilie. Depuis 2 ans, l'instruction est close, mais la justice toujours muette. Comme eux, les enfants soumis à l'influence des sectes seraient de plus en plus nombreux. Pour les protéger, une proposition de loi vise à renforcer le contrôle de l'obligation scolaire. Les inspecteurs iront dans les familles, je l'ai dit, tous les ans et pourront diligenter un contrôle dans les établissements susceptibles d'être en lien avec une secte. Car jusque-là, les contrôles portaient surtout sur l'hygiène ou la maltraitance des enfants. Les sanctions sur le contenu de l'enseignement n'étaient jamais appliquées. Si le texte est voté, le niveau de connaissance des enfants sera évalué chaque année dès l'âge de 6 ans. En cas de manquement, les peines iront jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende pour les parents ou les directeurs d'école apparentés à des sectes. De nouveaux cas de vaches folles dans les départements bretons des Côtes-d'Armor et dans celui du Maine-et-Loire. Dans les 2 cas, les autorités sanitaires ont procédé à la destruction totale des troupeaux. Au total, 148 vaches. La crise économique et financière dans le sud-est asiatique a des répercussions en Europe. Le groupe suédois SKF, le numéro 1 mondial du roulement à billes, annonce la suppression de 4000 emplois. Au Japon même, la population inquiète de la récession officiellement annoncée n'a plus confiance en ses banques et préfère garder l'argent à domicile. Conséquence, un boom sur la vente des coffres-forts pour les particuliers. Reportage Jean-Paul Chapelle, Patrick Desmully. L'économie japonaise tourne au ralenti, sauf dans un secteur, l'industrie du coffre-fort. Le leader du marché a vu ses ventes augmenter de 50% depuis le début de l'année. Les Japonais ont peur et préfèrent garder leur argent à portée de main. C'est ce petit modèle-là à 2000 francs qui se vend le mieux. Il correspond bien à la taille des appartements au Japon. En bonne place dans les grands magasins, le coffre individuel devient produit de première nécessité. Depuis que la crise du secteur bancaire a ébranlé la confiance des consommateurs. 4 sociétés de bourse ont déjà fait faillite. Et puis des banques aussi. Moi je me méfie maintenant et donc j'ai acheté un coffre-fort. Mon père aussi en a un chez lui. Comme les taux d'intérêt sont à 0,5%, ça ne sert plus à rien de placer son argent à la banque. Pour répondre à la demande, les machines tournent au maximum de leur capacité. Ici, on a recruté 11 personnes de plus et demandé à tout le monde de faire des heures supplémentaires. On travaille même le dimanche parfois, sinon on n'arrive pas à produire suffisamment. La dernière ruée sur les coffres-forts remonte à 1995. À l'époque, les Japonais voulaient mettre à l'abri leur valeur après le tremblement de terre de Kobe. Aujourd'hui, le pays tout entier redoute un nouveau séisme, cette fois financier. Les suites du voyage du président américain Bill Clinton en Chine. Droits de l'homme et commerce font bon ménage. Il a signé de très gros contrats et dans le même temps, il s'est livré à un cours sur les libertés individuelles devant les étudiants de Pékin, à l'intérieur même de l'université d'où était partie la révolte de 1989. Sur place, Isabelle Béchler et Tristan Lebras. Le petit peuple de Pékin a été bloqué plus souvent qu'à son tour en attendant les limousines de l'escorte présidentielle américaine. Curiosité plutôt bienveillante, d'autant que le message de Bill Clinton avait des côtés très nouveaux et particulièrement rafraîchissants pour un public chinois. Pour nous autres Américains, la liberté, c'est la liberté de l'individu par opposition aux abus de pouvoir du gouvernement, contre le contrôle du gouvernement. C'est notre héritage. Mais dans la prestigieuse université de Pékin, certains ne voulaient pas s'en laisser compter. Je pense qu'en Amérique aussi, il y a des problèmes de droits de l'homme, comme dans tous les pays. La franchise inouïe ici du président américain a drainé les jeunes bien au-delà des 400 étudiants sélectionnés par l'université. Ils ont même débordé le service d'ordre.
Je pense que s'il y a tant de divergences entre la Chine et les États-Unis sur la question des droits de l'homme, c'est parce que la Chine est méconnue. Je pense que le voyage de Clinton va permettre d'améliorer la liberté d'expression dans notre pays. C'est donc en idole des jeunes Chinois que le président américain arrivait sur scène avec son discours sur mesure. En marge de son discours sur la démocratie et les droits de l'homme, Bill Clinton vient de signer aujourd'hui des contrats commerciaux pour plus de 12 milliards de francs, dans lesquels Boeing se taille la part du lion. Comme quoi la franchise n'empêche pas le commerce. Les autorités chinoises ont accepté les remarques sur les libertés et les droits de l'homme du président Clinton, mais ils ont répondu à leur façon, comme toujours. Pour eux, un pays d'1,5 milliard d'habitants a d'abord besoin de stabilité et de valeurs patriotiques, à l'image de cette unité spéciale de l'armée chinoise, chargée chaque jour de monter les couleurs nationales au centre de la place Tiananmen, à Pékin. Isabelle Béchler, Tristan Lebras. La journée commence toujours pendant la nuit noire, 1 heure avant le lever du soleil, dans les chambrées des gardes du drapeau. Conditions spartiates et discipline militaire universelle. C'est une cour des abords de la cité interdite et une centaine de soldats vont y passer 3 ans de leur existence. Ablution, repas, loisirs, instruction, tout se déroule là. Ces jeunes hommes, triés sur le volet pour leur physique, leurs aptitudes militaires et leur esprit patriotique, ont la charge la plus prestigieuse qui soit dans un régime autoritaire. Ils sont gardiens du drapeau, le symbole de ce qu'on appelle ici la Nouvelle Chine. Tous les matins, des Chinois venus de partout attendent quasi religieusement le lever du drapeau révolutionnaire. Je les ai toujours admirés. Quand j'étais petit, je voulais devenir soldat, mais je n'ai pas réussi. Je trouve qu'ils sont symboliques de la beauté masculine chinoise et ils représentent bien la Chine. Chaque pas est soigneusement mesuré à l'entraînement, 75 cm et pas un de plus, pour que 138 pas très exactement permettent de traverser l'avenue jusqu'à la hampe du drapeau. Je trouve ça émouvant. Un geste ample pour déployer l'emblème révolutionnaire et tous les provinciaux retiennent leur souffle. C'est à l'heure précise du lever du soleil à l'horizon que le drapeau doit flotter au sommet de son mât. Après le premier devoir du matin, c'est l'heure du petit déjeuner. Le peloton peut enfin se restaurer. Le drapeau flotte depuis un quart d'heure, les hommes sont debout depuis une bonne heure, sans compter ceux qui restent en faction sur la place. La tâche est bien fatigante parfois dans le froid de l'hiver ou la canicule estivale. Il arrive qu'on soit gagné par le sommeil, mais rien que de penser à la cérémonie et à l'intérêt supérieur de notre mère patrie, la fatigue s'efface. Vous imaginez, c'est un grand honneur pour une famille chinoise d'avoir un fils dans le corps des gardiens du drapeau. Tout le prestige de la Chine révolutionnaire est donc concentré dans cette étoffe de 5 mètres sur 3, nouée avec la précision d'un calligraphe, dénouée de manière à être instantanément gonflée par le vent. Le rouge du drapeau représente tous les martyrs de la Révolution. Ils ont fait sacrifice de leur vie et c'est leur sang qui atteint notre drapeau en rouge. Le jaune des étoiles représente notre prospérité politique autour du grand parti communiste. Notre mission est de protéger la majesté et le caractère sacré de notre drapeau, au prix de notre vie s'il le faut. Les journées des gardiens du drapeau leur réservent quand même quelques instants de détente, mais le dos est toujours bien droit, ne pas perdre les bonnes habitudes inculquées à la dure. Et pour parer à toute éventualité, quelques briefs d'anglais enseignés par des étudiants bénévoles. Puis l'instruction reprend dans toute sa rigueur, crucifiés pour apprendre à figer leur colonne vertébrale lors des interminables factions, baïonnettes au clair. Ils sont aussi aiguillonnés sans pitié. Cette pointe doit leur rappeler que les vertèbres cervicales droitières ou gauchistes sont également proscrites. Après 1 an de ce régime, aux jeunes recrues de faire leurs preuves et de marcher vers la gloire. Au Portugal, un référendum sur la libéralisation de l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, a été rejeté à une faible majorité hier, mais le scrutin a été surtout marqué par une abstention record, près de 70%. Un résultat qui pose plus de questions qu'il n'en résout. Richard Binet et Christophe Hérault. Un Portugais sur 2 est un catholique pratiquant. Et c'est sans doute pour cette raison que la légalisation de l'avortement a été rejetée hier. On croyait le Portugal entrer dans la modernité à l'heure de l'exposition universelle de Lisbonne. 25 ans après la révolution des œillets, ce petit pays de 10 millions d'habitants ne semble pas prêt à faire sa révolution des mœurs. Les militantes féministes de gauche ont voulu lancer le débat.
C'était oublier que le sujet dans ce pays profondément catholique est d'abord une affaire de conscience individuelle. 69% des électeurs ont boycotté le référendum, le oui l'a emporté d'une courte tête, et ce soir le Parti socialiste annonçait qu'il retirait définitivement son projet. Depuis la révolution des œillets de 1974, les Portugais n'avaient jamais été appelés à se prononcer par ce type de référendum. La question était difficile, c'était un sujet passionnel qui renvoie à des tas de préoccupations dans un pays où l'Église catholique continue de jouer un rôle important. On le voit sur cette carte, la question a divisé le pays. Au nord, la zone la plus rurale, les partisans du non. À Lisbonne et dans le sud, le oui l'a emporté. Le gouvernement socialiste, très embarrassé par ce référendum, au point de renoncer à toute consigne de vote, a compris que l'on ne légifère pas les consciences. Les riches portugaises continueront d'avorter en toute illégalité dans des cliniques privées ou en Espagne. Les autres feront appel à des faiseuses d'anges au risque de leur vie. Les Allemands transforment leur Deutschmark en engrais. Ils ne sont pas pour autant tombés sur la tête. En fait, avec l'arrivée de l'euro, ce sont des centaines de millions de Deutschmark qui vont être détruits et les spécialistes ont trouvé un moyen de les recycler. Berlin, Olivier Lerner. Prenez un billet périmé de 10 ou 20 Deutschmark. Découpez-le en 800 morceaux. Mélangez-le aux déchets habituels avec un peu de terre fraîche. La recette est unique au monde. Laissez mijoter le tout pendant 8 à 10 semaines. Pour obtenir un engrais enrichi en billets de banque. C'est économique et très écologique. Non, on ne va pas faire fortune, mais le Deutschmark nous a ouvert de nouveaux horizons. 200 kilos de billets arrivent, soit 40 millions de Deutschmark, 160 millions de francs. Fascinant. On dirait des confettis avec ces différentes couleurs. Mais ce sont bien des Deutschmark broyés et aussitôt mélangés aux ordures. Nous, on est parti avec l'idée que tout était transformable, le Deutschmark compris. Avec les fleurs, il est vraiment parfait. Il est magique ce Deutschmark, ce symbole de prospérité auquel les Allemands sont si attachés. Indestructible. Lui voit défiler des millions de Deutschmark en lambeaux. On voit briller longtemps l'aluminium. Il y en a pour des milliards avec la mort du Deutschmark programmée pour 2002. C'est du pain béni pour nous. On va recevoir 2000 tonnes de billets de banque. Le sac vaut 15 francs. Rien n'indique une quelconque présence du Deutschmark, mais dans les jardins du nord de l'Allemagne, on a déjà versé une petite fortune. 30 millions de marks, 120 millions de francs dans les pots de fleurs. Nos clients sont enthousiastes, ils peuvent rêver. Avec notre engrais, ils se sentent propriétaires de milliers de Deutschmark qu'ils enterrent dans leur potager. En Allemagne, c'est 2,5 milliards de billets en Deutschmark qu'il faut détruire coûte que coûte avant 2002 pour laisser place nette à l'euro. Ils ne sont pas perdus pour tout le monde. Et parfois, l'argent n'a pas d'odeur, comme on dit. Ainsi, les nouveaux riches de Russie, dont l'origine de la fortune n'est pas toujours très nette, viennent dépenser en liquide leur argent dans les stations balnéaires italiennes de la côte adriatique, notamment à San Benedetto. Là, ils partagent leur temps entre la plage et les achats. Et cela représente un tel volume d'affaires que des dizaines d'emplois ont été créés. Rome, Alain Chalvron. La plage de San Benedetto sur l'Adriatique, même en ce début de saison, elle fait le plein. C'est que cette station s'est faite une spécialité. Je suis de Moscou. Je suis de Moscou. Et oui, ici, les touristes russes représentent 12% de la clientèle. C'est le groupe le plus important, loin devant les Allemands. Et ils dépensent beaucoup plus que les Allemands, car ils savent allier l'utile à l'agréable. Ils font des affaires. Ils achètent des marchandises italiennes et les revendent en Russie. Et faites confiance aux Italiens pour exploiter le filon. Les Russes sont pris en charge dès leur arrivée. Et entre deux moments de plage, on leur fait faire le tour des centres commerciaux du coin spécialisés, où Dimitri et Ivan peuvent tranquillement faire leurs achats avec une nette prédilection pour la lingerie féminine. Après quoi, on les emmène dans un entrepôt comme celui-ci, où ils vont pouvoir faire emballer soigneusement leurs emplettes dans de gros cartons soigneusement scellés. Sinon, à l'arrivée, il ne reste plus rien. Destination Moscou. Ce business, payé cash en dollars, génère des milliards et est devenu vital pour l'économie de la région. L'arrivée des Russes, c'est une très bonne chose pour les entreprises de la région. Ils ont beaucoup d'argent, ce qui permet aux entreprises de sortir de la crise que nous vivions ces dernières années.
De nouvelles sociétés se sont créées après l'arrivée des Russes et elles vivent uniquement du marché russe. Tout le monde y trouve donc son compte. Les commerçants de la région qui ont retrouvé une nouvelle jeunesse et les Russes qui rentrent au pays avec des marchandises dûment facturées. Car c'est là un des gros avantages du système. Les dollars des vacanciers n'avaient pas d'odeur en arrivant, mais ils n'étaient pas forcément très propres. À la sortie du circuit, ils sont blanchis. À San Benedetto, la plupart des profiteurs du système ferment les yeux, mais quelques-uns sont plus clairvoyants. Il y a la mafia russe derrière tout cela. Ces touristes partent de l'ancienne Union soviétique avec de l'argent pas très propre, prêté par la mafia, et ils investissent ici dans des activités diverses, tourisme et commerce surtout. Ils achètent des produits italiens qu'ils revendent le double aux Russes. La police italienne n'a trouvé jusqu'ici rien à redire à ce système. Et un Antonov se pose chaque jour sur l'aéroport d'Ancône, tout proche, pour faire le plein de ces marchandises toutes belles, toutes blanches. Beaucoup plus légal maintenant, à la veille des vacances, une formule à découvrir en France. Passer ses congés sur un bateau sans prendre la mer, une manière d'arriver toujours à bon port tout en restant à quai. Jacques Deveau et Gabriel Camille. Bonjour. Bonjour. Comment va? Christophe est le correspondant à la Trinité-sur-Mer de la société Boat & Bee. Il fait sa tournée pour s'assurer que tout se passe bien pour les locataires. Ce séjour. Impeccable, ça commence bien. Ça commence bien. Ouais. Pas de souci avec le bateau? Aucun souci. Philippe et Emmanuel ont loué cette vedette pour une semaine. L'occasion de découvrir la région. Et pour ces terriens qui ignorent tout de la mer, c'est une première approche, mais en restant à quai. C'est magique, hein. C'est la découverte aussi, donc c'est le dépaysement, quoi. Le changement de... Je crois que ça n'a rien à voir avec une location normale, quoi. Ça fait maintenant 4 jours qu'on est là, et ça nous donne, je dirais peut-être des envies, pourquoi pas, peut-être de se mettre à la voile, pourquoi pas. De 1000 à 8000 francs la semaine, du voilier au catamaran de luxe, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. La société est présente dans une vingtaine de ports. Elle démarche des propriétaires et leur propose de louer leur bateau quand ils ne l'utilisent pas. Je ne voulais pas louer mon bateau pour naviguer, mais comme on n'occupe pas le bateau en permanence, en été on est quand même parti 4 semaines, et ça me permettait donc d'avoir le bateau toujours en fonctionnement, ouvert, et éviter qu'il s'abîme en restant fermé. Situé au cœur des cités balnéaires, le bateau-hôtel offre un hébergement idéal. Il peut aussi faire naître des vocations. Car finalement, un bateau, c'est quand même fait pour naviguer. Tournoi de tennis de Wimbledon en Angleterre, Nathalie Tauziat en quart de finale. Elle s'est qualifiée aujourd'hui en battant l'anglaise Samantha Smith. Chez les hommes, le dernier français Sébastien Grosjean, vainqueur surprise de l'espagnol Montilla, s'apprête lui à rencontrer l'américain Pete Sampras. La Coupe du monde de football est une fête, mais pas à un point tel que certains l'imaginaient. Dans la commune d'Ozoir-la-Ferrière, par exemple, où est installée l'équipe du Brésil, certains avaient cru que ce serait la fête permanente. Eh bien, ils en sont pour leurs frais, tout autant qu'aux abords du Stade de France à Saint-Denis. Sébastien Vibert, Grégoire Ossina. La semaine dernière, le village Brésil installé près du Stade de France à Saint-Denis a été purement et simplement démonté. Trop peu de visiteurs. La fête et les bénéfices annoncés pour les commerçants du village se sont transformés en fiasco et en dépôt de bilan. Sévère désillusion aussi pour les habitants d'Ozoir-la-Ferrière en Seine-et-Marne. L'équipe du Brésil devait s'y entraîner tous les jours, 2 fois par jour. 6000 places de gradins, boutiques et restaurants ont donc été installés pour accueillir les supporters. Petit problème, l'entraîneur brésilien a réduit au minimum les entraînements publics, un seul la semaine dernière. Ça fait que 3000 places à donner pour toute une semaine, c'est quand même peu. Et donc évidemment, il y a beaucoup de demandes, on est obligé de gérer donc la pénurie. Du coup, obtenir une place officiellement gratuite relève de l'exploit. Le parking est obligatoire et il coûte 40 francs. On obtient aussi une place de plus en sirotant un cocktail à 120 francs. Quant aux habitants d'Ozoir, ils doivent présenter livret de famille et justificatif de domicile pour obtenir en priorité ces précieux billets. C'est plus tout à fait ce que ça devait être, quoi. Enfin, disons que ça a terni un peu cette ambiance de fête qu'il y avait. Enfin, c'est un petit peu indélicat, je trouve, quand même. Parce que ce n'est qu'un entraînement aussi, d'accord? Ce ne sont pas des matchs, ce sont des entraînements. Donc c'est dommage. Si l'équipe du Brésil ne parvient pas en finale, l'opération Ozoir-Brasil risque d'être déficitaire.
Les organisateurs espèrent donc accueillir beaucoup d'autres spectateurs autour du stade d'entraînement, lors de concerts notamment. Mais ce n'est pas gagné. Celui de la star brésilienne Gilberto Gil, vendredi soir, à 100 francs la place, n'a attiré qu'un petit millier d'amateurs. Retour un instant sur Allemagne-Mexique cet après-midi à Montpellier avec la victoire des Allemands 2-1 à Montpellier. Finalement, tout s'est bien passé. Les supporters allemands, vous le voyez sur ces images en direct du centre-ville, se sont bien comportés. Il faut dire qu'il y avait de nombreuses forces de police en ville et aux abords du stade, mais il faut tout de même souligner que tout s'est bien passé cet après-midi. Culture et sport font aussi bon ménage. Le prix Goncourt, l'écrivain Daniel Piccoli est un fan de football. Il a la nostalgie de l'épopée de l'équipe de France en Suède, c'était en 1958. Et sa célébrité d'aujourd'hui lui a permis de rencontrer ses idoles de l'époque. Reportage Gérard Dalmaz, Michel Levasseur. Reims en 50-60, le cœur battant du ballon rond avec par exemple en maillot rouge Leblond et Jonquet en tenue bleue. Le pèlerinage au stade mythique s'imposait pour Daniel Piccoli. Il vient de placer un nouveau livre dans les filets du succès, le 13e but. Souvenir de gosse de la Coupe du Monde 58. Les Français ont failli l'empocher. Ils jouaient dans la même cour que le Brésil. Contre eux, hélas, la double fracture de Jonquet nous a mis des bâtons dans les jambes. Et si Jonquet n'avait pas été blessé? Et si Jonquet, c'était une espèce de truc mythique qui disait en gros que si Jonquet n'avait pas été blessé, on avait notre chance contre le Brésil. Alors vrai ou pas vrai, à votre avis? Oui, je pense que 11 contre 11, on avait une chance, mais 11 contre 10, c'était très réduit, quoi. Parce que les Brésiliens, ils sont toujours bons. Copa, Raymond Lascience, en convient, les Brésiliens nous étaient un peu supérieurs. Ils jonglent avec la balle comme avec l'adversaire. Pour jouer aussi bien que l'artiste de la feinte, Garincha, Daniel Piccoli, Petit Picoul, est allé jusqu'à boire l'eau du caniveau afin d'attraper une maladie. Explication. Garincha était pour moi un modèle. C'était un Brésilien qui était le meilleur ailier droit du monde et pour moi le meilleur ailier droit de tous les temps. Et ce type avait une jambe plus courte que l'autre, faisait des dribbles complètement déroutants. Et pourquoi cette jambe plus courte que l'autre? Parce qu'il avait eu la poliomyélite. Et moi, gamin, je me disais, donc, pour bien dribbler, il faut avoir eu la poliomyélite. Et j'essayais de l'attraper. C'est incroyable. Ma mère, quand elle va lire ça, elle va être complètement effrayée. Et les mamans d'aujourd'hui, essayez de comprendre. Quand un gosse rêve, il veut absolument tout savoir de son héros et être pareil que lui, manger pareil, avoir les chaussures de la même marque. C'est ça, un gamin. La bande des Bleus, encore des modèles pour Piccoli. Daniel, le gamin, bombait le torse comme un joueur de baby-foot. Il ne rêvait pas de ressembler à ses idoles, il était Juste Fontaine. Justo, le héros, recordman des buts en Coupe du Monde. Avec ses 13 boulets, le canonnier français est tellement célèbre qu'il n'a pas besoin de prénom. Il s'appelle juste Fontaine. Le 150e anniversaire de la naissance du peintre Paul Gauguin donne lieu à une magnifique exposition en Suisse, à Martigny. Plus de 100 œuvres de la période bretonne du peintre, il faut se souvenir qu'il s'était installé à Pont-Aven, et puis aussi de la période polynésienne, y sont présentés. Georges Bégou, Pascal Pueyo. Les pirogues s'en vont, les pirogues s'en viennent, et mes souvenirs deviennent ce que les vieux enfants. Le Gauguin polynésien, l'ermite des Marquises, est sûrement le plus populaire. Veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de mise aux marquises. Toutes les caractéristiques de son génie s'épanouissent en de larges aplats aux couleurs fauves. Au-delà de l'exotisme qui engendre le rêve, il supprime les perspectives et marque les contours des formes voluptueuses de la nature et des personnages. Il remplit ses toiles d'une vie quotidienne paradisiaque, ce qui ne l'empêche pas de souffrir de l'exil et du manque de reconnaissance du monde de l'art européen. L'exposition de Martigny est riche en tableaux tahitiens, mais également en œuvres majeures de la période bretonne. Pour moi, ce qu'il a fait en Bretagne, pour moi personnellement, c'est peut-être plus important que il va faire à Tahiti. Par exemple, il y a la nature morte aux estampes japonaises, quel tableau qui annonce Matisse déjà.
Avant de naviguer sur le Pacifique, Gauguin fait une longue étape dans le village de Pont-Aven, où se trouve un groupe de jeunes peintres, parmi lesquels Émile Bernard, qui est le premier à cerner les personnages, à les cloisonner, une technique dont Gauguin, jusque-là influencé par les impressionnistes, s'empare et améliore. Gauguin ne travaillait pas seulement d'après nature, il empruntait parfois ses compositions aux photographies dont il avait une grande collection. Peut-être est-ce cela qui attire notre visiteur privilégié, le photographe Henri Cartier-Bresson. Il y a peu de gens qui regardent. Les gens pensent, ils pensent maintenant. Ce sont les enfants du champ. C'est pas pareil. Ils peuvent se nourrir avec l'informatique maintenant. Bien observé, cher maître, un écran lumineux pourra-t-il jamais remplacer un carré de toile, quelques couleurs et un peu de génie? Avant de nous quitter, le rappel du principal titre de l'actualité d'aujourd'hui. D'abord la victoire de l'Allemagne sur le Mexique et puis l'équipe de France qui se prépare pour son quart de finale contre l'Italie, cette fois-ci avec son meneur de jeu Zinedine Zidane. Dans un instant, la météo présentée par Sophie Davant. Demain, 7h50, dans les 4 vérités, Marie-Pierre Farkas recevra François Hollande, premier secrétaire du Parti Socialiste. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir, à demain.